Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du roman Betty écrit par Tiffany McDaniel et je vais vous expliquer pourquoi il faut impérativement que vous lisiez ce roman. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi, peut-être l'un des plus gros, voire le plus gros coup de cœur de l'année, mais au-delà de l'année 2026, je dirais même de ces dernières années. Cette vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai énormément envie de vous parler de ce roman, vraiment beaucoup pour vous dire à quel point je l'ai beaucoup aimé. La vidéo va donc être divisée un peu en deux parties. Je vais faire une partie qui va être probablement un peu courte, qui sera la partie sans spoilers, et ensuite une avec les spoilers où je vais vraiment pouvoir vous parler en détail de l'histoire, de ce qui m'a marqué, de ce que j'en ai pensé, etc. Je vais commencer en tout premier par le résumé. Donc on est sur une sorte de roman mi-fictif, mi-biographique, puisque Betty est le prénom de la mère de l'écrivaine. Et j'ai mon chat, mon nouveau chat, qui veut explorer. Viens dire bonjour à la caméra, tiens. Je vous présente la nouvelle terreur, Pupkin, qui est un petit de 2 ans, très agité. L'histoire va donc commencer avant la naissance de Betty, ce qui va nous permettre d'établir un peu le contexte de l'époque, mais surtout de découvrir ses parents, puisque même si évidemment l'histoire tourne autour de Betty, on va suivre toute sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs, mais aussi d'autres membres de la famille. Et donc ce qui est particulier, c'est que Betty vient, en tout cas du côté paternel, d'une famille de natifs américains. Et plus précisément, elle descend de Cherokee. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, aux États-Unis, il y avait beaucoup de discrimination et de racisme envers les natifs américains et tous les descendants. À partir du moment en fait où on n'était pas blanc, on subissait des choses affreuses et on était discriminé dans toutes les différentes sphères possibles. Vous vous doutez donc que Betty et sa famille vont subir des épreuves très difficiles, mais au-delà de ça, le roman ne tourne pas que autour de la thématique de justement les discriminations, le racisme envers les descendants de natifs américains. Ça va traiter d'autres thématiques très 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 centrales, très importantes, notamment celle de la condition de la femme, du traitement de la femme. Et aussi, je trouve que l'aspect de la nature est très 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 important, le respect et la cohabitation en harmonie avec la nature qui est très 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 importante justement dans les peuples des natifs américains et qui justement est transmise par le père Landon. Mais donc on va suivre tous ces personnages et surtout donc Betty qui vont essayer de survivre dans ce système qui peut se montrer très oppressant, voire même carrément dévastateur, opprimant pour les femmes. Première raison pour laquelle vous devez lire le roman, alors il n'y a pas d'ordre hiérarchique, c'est vraiment, je le dis, dans l'ordre de ce qui me vient à l'esprit, mais en tout premier, c'est parce que je trouve que si vous voulez en apprendre un peu plus sur justement le traitement qu'ont pu avoir les descendants des natifs américains aux États-Unis dans les années 50, 60 et un peu plus, et même avant d'ailleurs, c'est idéal parce que je trouve que tout ce qui est en lien avec les natifs américains est vachement mis de côté. C'est pas du tout ce sur quoi on va mettre la lumière de manière générale. C'est vraiment, je trouve, une minorité qui n'est pas du tout mise en avant. Et pourtant, c'est littéralement les premiers habitants des États-Unis. Donc pour cet aspect-là, je trouve ça très intéressant. Mais ce qui m'a, moi, surtout le plus plu, c'est donc ma deuxième raison pour laquelle je trouve qu'il faut vraiment lire ce roman, c'est que comme on a accès donc à la culture de ces personnes-là, on a accès en fait à une culture juste sublime et qui pour moi mériterait clairement d'être assimilée chez nous en fait. Enfin comment dire, dans le sens où pour moi il est primordial surtout dans le contexte actuel d'intégrer dans notre façon de vivre certains mœurs et certaines valeurs que justement ces peuples-là avaient. Notamment et surtout tout ce qui est en lien avec la nature, les animaux, vraiment ce respect de manière générale de l'environnement qui nous entoure. Et malgré tout, au-delà de respecter, c'est aussi savoir prendre des ressources de la nature, ce qu'elle a à nous offrir, que ce soit au niveau des cultures, de la chasse ou autre, mais en fait de façon harmonieuse et surtout de façon équilibrée. C'est ce que j'ai justement adoré à travers le père, Landon, c'est que vraiment tout le long, ce personnage berce ses enfants, mais donc aussi nous, le lecteur, avec des histoires, des légendes, qui en fait nous mettent des étoiles plein les yeux, mais qui en même temps nous font un peu nous-mêmes, malgré nous,
nous reconnecter à cette part de l'homme très proche, très ancré dans la terre, dans la nature. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais vraiment, c'est un roman qui donne envie de plaquer, je trouve, certains modes de vie qu'on peut avoir actuellement, notamment au niveau de la surconsommation ou de choses tellement en fait artificielles et superficielles. Et au-delà même, j'ai envie de dire, de notre mode de vie, juste de prendre le temps de se poser et d'apprécier en fait ce qui nous entoure, les montagnes, les champs, les beaux arbres, les oiseaux, les insectes, tout ce qui nous entoure, qui vit sa petite vie tranquillement autour de nous, et de faire en sorte en fait de la prendre en considération, d'y faire attention nous-mêmes et de ne pas perturber ce petit monde qui en réalité est un vaste monde qui nous entoure. Parce que vraiment on est sur une plume très poétique. Et en fait c'est cette dualité-là très particulière dont je vais surtout parler, je pense, dans la partie spoilers, où en fait on est sur un roman qui est à la fois déchirant, mais quand je dis déchirant, les mots ne sont pas assez forts parce que, et je n'exagère pas, ce roman est le premier roman à m'avoir fait autant pleurer, mais pas juste verser quelques larmes. C'est vraiment euh, pleurer à chaudes larmes, ce qui s'est passé en fait à plusieurs reprises. Je pourrais même pas vous dire combien de fois j'ai pleuré, tellement j'ai pleuré plein de fois, enfin plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai dû pleurer au moins 5 fois ou plus même. Je peux même pas vous dire parce qu'il y a tellement de moments en fait qui m'ont bouleversée que voilà, c'est vraiment ce roman. Et c'est comme une tornade en fait qui passe sur votre chemin. Ça vous arrache en fait de votre petit coin tranquille, protégé de votre bulle, et ça vous force en fait à voir des choses atroces, notamment au niveau de l'homme avec un grand H, mais aussi en minuscule, de ce qu'il est capable de faire. Et malgré ça, malgré la tornade, et c'est ça en fait qui est très particulier avec ce roman, c'est que malgré le fait que ce soit bouleversant et horrible ce qu'on va pouvoir lire par moments, la plume est tellement poétique, la nature est tellement omniprésente, tellement belle, tellement réconfortante, que c'est un roman magnifique et qui, malgré toutes les horreurs qu'il peut nous infliger, eh ben, il nous réconforte en même temps. Et donc, c'est pour ça que vous devez, ce serait donc une troisième raison pour vous, de lire ce roman, parce que la plume est incroyable, et surtout le fait que l'écrivaine arrive à la fois à vraiment nous faire sortir de notre zone de confort, mais comme je n'ai jamais pu le vivre dans une lecture, et en même temps vraiment nous émouvoir et nous par la beauté qu'elle a à nous montrer, à nous offrir. Et en fait c'est vraiment, il y a à la fois des choses horribles qui pourraient peut-être potentiellement nous rendre un peu pessimistes ou vraiment voilà nous infliger une tristesse, parfois même une colère importante et une douleur pesante, mais en même temps il arrive à nous faire un câlin et nous montrer malgré tout ce qu'il y a de beau sur Terre. Ma quatrième raison de lire ce roman, toujours un peu en lien avec justement la plume de l'écrivaine, c'est la narration en elle-même qui est, comment dire, en fait c'est un roman très très long, hein. Il fait 500 pages, mais ces 500 pages, moi dans mon édition c'est écrit, comme vous pouvez le constater, en tout petit. La police est minuscule, sachant que je l'ai lu donc en version originale en anglais. Mais il y a une traduction française qui existe aux éditions Gallmeister. Je ne sais jamais la prononciation, bref. C'est une histoire très dense. Il y a beaucoup de choses, et en même temps, parfois, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, même dans ces moments où on pourrait se dire il n'y a pas d'événements particuliers qui se passent, en fait, il y a toujours quelque chose. C'est vraiment un roman qui nous nourrit intellectuellement, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut le lire. Au niveau de la psychologie, et donc c'est notamment grâce à la narration que c'est amené, on a quelque chose de tellement développé, tellement d'enrichissant, un flux de conscience tellement bien amené, tellement bien développé, que intellectuellement parlant, dans les moments où il se passe pas grand chose, en réalité il se passe plein de choses, et en réalité on voit en fait ce qui se passe dans l'esprit des personnages, dans leur tête.
Et malgré nous, parfois, on voit des choses et on sent qu'une tragédie va arriver et malheureusement, on ne peut rien y faire à part juste la voir se produire. Mais chaque personnage est d'une complexité, mais en même temps d'une humanité, d'une fragilité, d'une sensibilité très touchante. Il y a des personnages, alors je vous mens pas, que vous allez probablement détester, mais en fait, vous allez détester peut-être, enfin pas peut-être, pour des bonnes raisons, mais en même temps, comment dire, c'est pas que vous allez excuser ce qu'ils font, mais vous allez parfois comprendre pourquoi ils ont été amenés à le faire. Et quand vous allez comprendre pourquoi, vous allez trouver ça encore plus douloureux. Et malgré vous, pour certains personnages, vous allez ressentir de l'empathie parce que vous allez comprendre que c'est pas que fondamentalement la personne est mauvaise, c'est tout le mal qu'elle a pu subir qui l'a déchirée et qui l'a rendue en fait un peu perdue dans un autre monde et en fait complètement déconnectée de la réalité. C'est compliqué de vous vendre le roman sans forcément donner de spoilers, j'espère que c'est assez clair ce que je dis. Mais vraiment, les personnages sont époustouflants tous, que ce soit les parents de Betty, les frères et sœurs de Betty. Toute cette famille, chacun a vraiment ses démons en lui et en même temps ses belles qualités qu'on peut trouver même chez certains qui peuvent être un peu plus difficiles peut-être à décerner, mais on arrive à en trouver. Il y a un seul personnage, évidemment, pour ceux qui l'ont lu, qui peut-être se commencent à dire comment ça, tous les personnages. Il y a un personnage, évidemment, qui, à mes yeux, est l'exception ultime. Peut-être même, non, deux. Mais on en parlera dans les spoilers. Mais vraiment, je peux pas, sans vous spoiler, dire, mais les personnages, mon Dieu, en fait, ils vont vous trotter dans votre esprit, ils vont vous hanter. Et c'est pour ça que je vous dis, ça vous enrichit en fait intellectuellement parce que à travers les personnages, à travers leur psychologie, leurs décisions et leur destin, vous allez malgré vous réfléchir à vous, à votre propre psychologie, à votre propre condition et potentiellement selon votre parcours de vie, à votre propre famille, à vos propres relations, à des personnes qui sont toujours dans votre vie ou qui ne font plus partie de votre vie mais qui à un moment donné ont une importance. Et en fait, même si ces personnages-là peuvent être très différents de vous, vous allez profondément vous y identifier. Et, c'est pour ça que je vous dis, intellectuellement parlant, c'est très enrichissant parce qu'au niveau de la psychologie, il y a plein de choses à développer, mais aussi autour desquelles réfléchir, notamment au niveau de certains mécanismes de défense. Donc vraiment, ce roman, je vous recommande vivement de le lire parce que, en fait, en lisant ce roman, vous devenez vous-même un membre de la famille de Betty. C'est comme si vous-même vous deveniez l'un des frères ou l'une des sœurs de Betty. Et à la fois, vous n'avez pas envie que l'histoire s'arrête parce que vous voulez rester avec cette famille, qui a tellement de bon aussi et de beauté en elle. Même, j'ai envie de dire, un côté très artistique, surtout chez certains personnages qui est très développé. Vous n'avez pas du tout envie de les quitter. Et en même temps, par moment, probablement que quand vous allez lire le roman, vous allez avoir besoin de prendre des pauses, qui peut-être parfois vont vous durer des jours ou plus. Parce que parfois, ça va devenir tellement lourd, tellement en fait vous vous identifiez à ce personnage-là, tellement vous y attachez que en fait, parfois ça va être trop pour vous, ça va être trop douloureux. Vous allez vous dire là, il faut que j'arrête pour le moment parce que je peux pas continuer. C'est trop dur. Pour moi, c'est toute la puissance de ce roman parce que vraiment, les personnages, je le sais, hein, et même l'histoire, ce qui leur arrive, ça va rester gravé en moi. Je le sais déjà. Et ça va rester en moi un long moment et je vais y repenser régulièrement, je pense. Notamment certaines scènes où j'ai pleuré. Mais quand je dis que j'ai pleuré, c'est pendant 5 à 10 minutes, j'étais juste en train de pleurer. Mais pas juste des petites larmes. Genre vraiment, je pleure pour de vrai. Comme si, en fait, soit j'avais vécu ce que le personnage avait vécu, soit je venais d'apprendre que mon frère ou ma soeur venait de vivre ce qui vient de se passer. Et en fait, c'est dévastateur. Donc on va passer maintenant dans la partie des spoilers où vous allez comprendre pour ceux qui ont un doute s'ils vont lire le roman ou pas, même si je me dis, vous faire spoiler risque potentiellement de gâcher un peu l'expérience dans le sens où ça va forcément un peu... pas gâcher la surprise, mais ça va un peu atténuer l'effet potentiellement que vous allez ressentir parce que vous allez être un peu préparé,
ou du moins vous serez averti de ce qui va arriver. Mais donc voilà, je vais vous parler maintenant de plein de moments de l'histoire et aussi des personnages en eux-mêmes pour vraiment un peu plus rentrer dans les détails. Personnellement, ce roman, avant que je le lise, je savais qu'il allait être dur à lire parce que tous les avis que j'avais lus sur Bookstagram, qui est d'ailleurs la plateforme donc Instagram sur laquelle j'avais découvert ce roman, et pour le coup, je suis très contente parce que c'est rare que ce soit le cas, mais là vraiment pour le coup, c'est une recommandation que j'ai suivie et que je ne regrette absolument pas et je suis même heureuse et je me dis j'aurais dû lire un peu plus tôt encore ce roman. Et en même temps, je me dis peut-être pas, parce que si je l'avais lu un peu plus tôt dans ma vie, genre il y a 1 an ou quoi, peut-être que ça m'aurait encore plus détruit émotionnellement, vu mon état. Donc c'est peut-être pas plus mal que j'ai lu que maintenant. Mais bref, les gens tous disaient énorme coup de cœur, mais une histoire très dure à lire. Donc je savais qu'il allait se passer des choses pas cool dans le roman, que ça allait être dur. Mais j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête du tout parce que je m'étais pas fait spoiler. Et heureusement, je pense en même temps, parce que sinon, voilà, j'aurais pas eu peut-être le même effet de choc, de stupéfaction. Mais rien ne vous prépare à ce roman. Sauf si vous écoutez tout ce que je vais dire ou vous allez être spoilé sur plein d'éléments. Mais sinon, ça ne vous y prépare pas. Et wow, 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 wow. On passe dans la partie spoilers. Ça risque d'être un peu le désordre, on va pas se mentir. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous parler de chaque personnage. Comme ça, en parlant de chaque personnage, je vais forcément vous parler de scènes qui m'ont marqué en lien avec ces personnages-là. Et donc peut-être que ce sera un peu moins le cafouillis, le brouillon. On va commencer, on va dire, dans l'ordre de l'arbre généalogique. Donc on va parler des parents en premier. Donc on a Alka et London. Alka est une femme blanche, tandis que London est un Cherokee. Ce qui va faire qu'ils vont finir ensemble, c'est que un jour, Alka va croiser London et ils vont coucher ensemble. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que donc elle va tomber enceinte. Quand son père va s'en rendre compte, il va la battre. Elle a très peur à ce moment-là de perdre son bébé. Heureusement, elle ne le perd pas, mais ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle s'enfuit et qu'elle décide de rejoindre London, qui ne l'avait pas revu depuis cet événement-là, depuis qu'ils avaient couché ensemble. Et donc, elle va venir le voir en lui expliquant qu'elle est enceinte. Ils vont donc se marier, puisqu'aussi, vous savez, c'est un peu à l'époque, si on a un enfant hors mariage ou autre, c'est catastrophique. Mais surtout, ils vont fuir loin de son foyer familial à elle. Mais en partant, London ne va pas juste partir comme si de rien n'était, il va quand même aller tabasser et mutiler son père, puisque quand elle vient le voir, il remarque qu'elle est blessée, qu'elle a justement des traces de coups, et donc il lui explique que comme elle va devenir sa femme, par rapport à ses valeurs à lui, on ne doit surtout pas frapper une femme, puisque vraiment dans la culture Cherokee, la femme a une place centrale dans la société, quoi. Et vraiment, on est même sur une société matriarcale en réalité. Et donc, eh ben, il est hors de question de frapper une femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère, Alka, est rongée par son enfance, par sa famille. Parce que c'est une femme qui a subi des viols de la part de son père, avec la complicité de sa mère qui l'amenait dans la chambre, qui en fait l'a forcé à se faire violer par son père. Donc on est vraiment sur quelque chose d'horrible, vraiment répugnant. Et donc c'est quelque chose qui l'a complètement détruit, dont elle ne pourra malheureusement jamais guérir. Mais donc, quoi qu'il en soit, elle s'enfuit avec London. London, lui, il est tout seul. Et surtout, il enchaîne les boulots à droite à gauche et il subit malgré lui du racisme, etc. à cause de sa couleur de peau et à cause de ses origines. Et London, vraiment, c'est donc un personnage très protecteur qui peut se montrer, notamment au tout début du roman, très violent, mais qui en réalité est très protecteur de sa famille et qui n'est pas sanguinaire ou à la recherche de la violence du tout, vraiment pas. C'est pas du tout ce qui l'anime, loin de là. Et London, justement, donc, passe son temps à raconter des légendes et des histoires à ses enfants. Alors, bien sûr, il invente beaucoup de choses, mais en fait, il leur met des étoiles plein les yeux, littéralement. Et ce personnage-là est vraiment central. Et d'une certaine façon, c'est aussi ces légendes qui parfois vont, je trouve,
apporter beaucoup de soutien à Betty, qui donc est le personnage principal. Landon et Alka vont avoir beaucoup d'enfants ensemble. Malheureusement, 2 vont mourir très tôt. Mais sinon, ils vont avoir 3 garçons et 3 filles. Donc le tout premier, celui soi-disant de leur rapport sexuel avant qu'il y ait mariage ou quoi que ce soit, s'appelle Leland. Ensuite, on a Raya, puis Flossie, puis Betty, puis Trustine et enfin Lint. Et donc je vais vous parler rapidement de chacun de ces personnages, notamment Leland. Donc c'est un spoiler évidemment, mais en réalité Leland n'est pas le fils de Landon, c'est le fils de son grand-père. Donc c'est horrible. Alors, je sais pas si c'est que j'ai été forte, mais je l'ai pressenti assez vite dans le roman que ça ne pouvait pas être le père, enfin le fils du moins de Landon, à cause de sa personnalité où je me suis dit, il n'y a rien de poétique en lui, il n'y a pas justement... en fait, il n'a rien pris de son père du tout. Pour moi, les traits que je vois en lui, ce que je vois en lui, c'est ce que je vois en le père d'Alka. Et donc je me suis dit, je pense pas que ce soit le vrai fils biologique de Landon. Et malheureusement, c'est le cas. Mais ça, c'est dit officiellement dans le roman assez tard. Et puis surtout, Liliane, c'est comme si... alors, ça n'existe, comme je tiens à préciser, mais bien sûr, ça n'excuse pas du tout les faits. Pas du tout. Mais c'est comme si, parce qu'il était le fils du grand-père, il avait, en fait, du coup, en lui, les vices de son grand-père. Et donc, Leland est un monstre. C'est juste un monstre qui viole l'une de ses sœurs. Voilà. Donc, vous vous doutez, à un moment donné dans le roman, on va avoir des scènes de viol, que ce soit quand on va découvrir, du coup, quand on va apprendre les viols subis, du coup, pour la mère Alka, ce qui va lui arriver, mais aussi ce qui va arriver à Freya, la plus grande sœur, qui donc est violée par Leland à plusieurs reprises. Les fameux 2 personnages, où je vous disais plutôt dans la vidéo, qui pour moi n'ont aucune excuse ou qu'on peut comprendre leur comportement, c'est ces 2 personnages-là. Hein. Voilà, parce que pour moi, rien ne peut expliquer ou justifier le viol incestueux, en fait. Enfin, non. Le viol tout court, non. C'est juste, tu as des gros problèmes dans ton cerveau, tu es un monstre, et voilà, ça s'arrête là. Leland est un personnage que on va assez rarement voir, puisqu'il est beaucoup plus vieux que ses frères et sœurs, et donc après, il s'engage dans l'armée, puis après, il fait un travail à droite à gauche, mais un peu plus loin. Et donc, il revient périodiquement, mais quand il revient à chaque fois, on sent que d'un coup, l'atmosphère devient plus lourde. Et petit à petit, on commence à se demander si ce personnage-là, en fait, n'est pas quelqu'un de malhonnête, n'est pas en fait un monstre. En ce qui concerne justement le viol incestueux, je l'ai deviné beaucoup plus tôt. En fait, c'est le fait que je me suis doutée qu'il violait sa sœur, qui fait qu'après, je me suis doutée qu'il ne pouvait pas être le fils de Landon, en fait. Je me suis dit, c'est impossible. Parce que le père, vu les valeurs qu'il inculque à ses enfants, je vois pas à quelle heure... bref. Très tôt, je me suis dit, malheureusement, Freya, elle se fait violer par son frère Leland. Mais donc, ce personnage-là, vraiment, peut générer chez le lecteur un peu une peur, notamment quand Betty va être au courant qu'en fait, il viole sa sœur, Freya, et qu'il va y avoir tout cet enjeu dans l'esprit de cette pauvre gamine et qui du coup nous-mêmes nous bouffe un peu, où elle ne sait pas quoi faire, est-ce qu'elle doit dire la vérité ou non, puisque ce qui se passe, et donc ça me mène au personnage de Freya, la grande sœur qui est violée,
c'est que Freya, en fait, ne veut surtout pas que ça se sache. Et en fait, nous, lecteurs, on peut en fait être partagé entre l'incompréhension de se dire mais pourquoi tu ne veux pas que ça sache? On pourrait justement le punir et ça pourrait arrêter, cesser parce que il la viole depuis qu'elle est enfant, mais même maintenant qu'elle est majeure, elle continue de se faire violer par cet homme. Et en fait, nous, on veut que ça cesse, on veut qu'il soit puni. Et elle, on pourrait se dire, mais elle empêche ça d'arriver parce que quand Betty lui fait comprendre que il faut le dire au père, il faut faire quelque chose, Freya vraiment la menace. La menace en fait de se suicider si jamais elle ose en parler à quelqu'un. Et donc, c'est horrible parce que d'un côté, on a cette pauvre Betty qui veut aider sa sœur, mais qui a peur. Peur à la fois de Leland, peur de la réaction de Freya. Et en même temps, le fait que elle a peur que par son inaction, quelque chose d'affreux, d'encore pire en fait, puisse arriver. Et de l'autre côté, on a donc Freya qui est une femme qui, petit à petit, perd sa lumière en elle et se laisse dépérir et où nous, en fait, on se sent impuissant, à la fois on la comprend et en même temps, par moments, on pourrait être tenté, on pourrait avoir envie de la secouer, de dire mais si, il faut dire la vérité. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement complexe. On parle d'un viol incestueux, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles Freya voudrait ne pas le dire. Il pourrait y avoir une question de dignité, de honte. Parce que, et on s'en rend compte notamment très tard dans le roman, mais Leland est un très bon manipulateur. Quand Betty est au courant et qu'ils se confrontent tous les deux, il essaye de faire en sorte de manipuler Betty pour en fait la transformer elle-même en complice du viol, en lui disant mais pourquoi depuis tout ce temps tu n'as rien dit? Tu aurais pu protéger ta sœur, tu n'as rien fait. Imagine si tout le monde l'apprend, que tu savais depuis tout ce temps et que tu n'as rien fait. Quand tu m'as vu dans justement le garage avec elle, donc en train de la violer, t'as regardé, t'as rien fait, t'aimais ça en fait. Enfin, bref, et c'est horrible et c'est insoutenable. Et donc vraiment, il y a toute cette manipulation-là. On peut se dire, mais qu'est-ce que Leland a dit à Freya aussi? Qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait se dire aussi peut-être que Freya a peur aussi, par exemple, de la réaction de son père, parce que légitimement, on pourrait se dire, mais London, s'il apprend que son fils a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le tue? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle n'a pas envie non plus que, par exemple, son père se retrouve en prison, ou... En fait, on ne sait pas, et surtout, on ne saura jamais. On peut se faire plein d'hypothèses dans notre esprit, mais quoi qu'il en soit, nous, on reste avec ce qui se passe, les faits, et on peut rien faire d'autre que ça. On a vraiment Freya qui, du coup, est très difficile à cerner parce que du coup on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans son esprit. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle est juste en détresse et qu'elle est seule et que toute cette souffrance-là qu'elle a, malheureusement, elle peut pas s'en libérer. Elle peut pas s'en défaire. Et sa fin est tragique. Je n'en parlerai pas pour pas non plus tout spoiler tous les éléments de l'histoire parce que je me dis certains veulent la lire. Au moins, je vous laisse quand même certains événements importants pour vous. Ça me fait quand même revenir sur la mère dont j'ai envie de parler. Parce que cette maman, Alka, a été l'un des personnages les plus complexes pour moi. Où vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la cerner pendant un long moment. Parce que son histoire se dévoile petit à petit. Et aussi parce que la façon dont elle est présentée, on ne sait pas trop quoi penser d'elle. Ou on est parfois tenté, même nous lecteurs, de la juger, de se dire que, par exemple, c'est pas une bonne mère, parce qu'on a l'impression qu'elle est très absente, en fait, émotionnellement parlant, qu'elle est souvent, en fait, dans sa bulle, dans son monde, et donc, en fait, ses enfants, ils font leur petite vie, ils déambulent, et elle est ailleurs, elle s'en occupe pas trop, on sait pas, parce qu'il y a des moments, en fait, étrangemment, où on va voir qu'elle est là, et qu'elle est toute douce avec ses enfants, qu'elle leur montre des choses, et puis d'autres moments où elle peut, au contraire, être horrible, et c'est ça qui fait que il y a des moments où on peut avoir envie de la détester. C'est les moments où, là, pour le coup, clairement, on est sur de la maltraitance, notamment avec Betty, où elle inflige, en fait, à sa fille son histoire de viol
mais d'une façon brutale, très violente. Et de manière générale, elle est très méchante avec sa fille, parce que notamment Betty, en fait, est très marron de couleur de peau, elle est brune. En fait, elle a vraiment pris les traits de son père, donc des traits de Cherokee, si je puis dire. Elle n'a pas du tout pris la peau blanche de sa mère, les cheveux blonds. Et en fait, ça, sa mère ne se gêne vraiment pas de lui rabâcher et de vraiment la rabaisser, en fait, à lui dire qu'elle n'est pas belle, enfin, des choses assez épouvantables. Et en fait, entre ça et le fait que elle, comment dire, c'est comme si elle transférait une partie de son fardeau à sa fille. On a envie de la baffer. J'ai ressenti une colère épouvantable parce qu'on se dit, mais pourquoi tu infliges autant de douleur à tes enfants, et là en l'occurrence surtout à Betty? C'est horrible, pourquoi tu ne l'épargnes pas? Et en fait, on sent que vraiment c'est une femme qui a été détruite par un homme et qui, en fait, tellement elle a été détruite, tellement elle est plus elle-même, elle veut indirectement quand même comme protéger sa fille de ça, essayer de prévenir ça peut-être, en vraiment lui expliquant et en lui montrant l'importance de se méfier des hommes et d'être forte. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas la bonne façon de faire du tout et c'est affreux. Mais comme je vous dis, quand on voit en fait à quel point elle est en détresse et à quel point elle est, elle est rongée par son fardeau en fait, eh ben on a quand même de l'empathie pour elle parce que c'est horrible ce qui lui est arrivé, c'est juste horrible. Et malgré tout, on comprend que quand même elle aime énormément ses enfants à travers plein de petits gestes différents qu'elle peut avoir par moment. Donc on est vraiment un peu partagé au niveau de cette femme qui vraiment est très ambiguë. Je vais passer maintenant à Flossie, qui est donc née après Freya, qui est donc encore l'une des grandes sœurs de Betty. Flossie, en fait, elle a des rêves, des grands rêves. Vraiment, elle rêve de devenir une grande célébrité, une grande actrice à Hollywood. Elle, pour le coup, elle a la peau très blanche, elle est blonde, enfin voilà, vraiment, elle ne subit pas les moqueries et le racisme que subit Betty à l'école. Très vite, on comprend qu'en fait, Flossie, avec ses grands rêves, va malheureusement, que la chute va être fatale pour elle. Le personnage-là m'a fait beaucoup de peine parce que c'était juste une gamine qui avait beaucoup de rêves, qui voulait vraiment être remarquée par les autres, qui avait besoin d'attention, qui voulait aussi, je pense, être aimée, être reconnue d'une certaine valeur. Et en fait, elle aura rien de tout ça. Et ce qui va se passer, pour expliquer très très vite, pour pas trop rentrer dans les détails, donc c'est que sa mère va l'inciter vivement à marier un homme qui est très intéressé par elle et qui est excessivement riche. Flossie ne veut pas du tout parce qu'elle n'est pas du tout intéressée par cet homme, sauf que ce qui se passe, c'est que, comme ce qu'en réalité beaucoup de femmes pouvaient subir à l'époque, quand elle va à un date avec lui, il insiste un peu et en fait elle a pas trop d'autre choix que de se soumettre et donc de coucher avec lui, mais en fait elle n'en avait pas du tout envie. Donc en fait, en réalité c'est un viol. Et donc il y a ça, et elle va tomber enceinte, et donc elle va pas avoir d'autre choix que de se marier avec lui, d'être avec lui. Mais en fait, Flossie, très très vite, est dans le rejet de ça, elle le vit très mal. Elle vit très mal notamment sa grossesse, où elle voit son corps se transformer, changer, où du coup, d'un coup, elle se trouve immonde. Et où peut-être à ce moment-là, dans son cerveau, elle se dit, mais jamais du coup, je pourrais devenir une grande star si je ressemble à ça. Et donc quand après elle accouche, elle a un rejet mais instantané pour son enfant, pour son bébé, elle n'en veut pas. Et ça va mener plus tard à des scènes, je ne vais pas mentionner, mais où il y a volonté de perdre son bébé. C'est des scènes qui m'ont fait pleurer, où j'ai trouvé ça horrible, et où là, il y a eu, comme pour la mère, en fait, ce moment de colère, et c'est là aussi où on voit vraiment en fait la personnalité de la mère aussi un peu qui vient sur elle, où comme elle, en fait, on voit en fait le côté complètement irrationnel où tellement
elle est détruite, perdue dans son monde à elle. Elle fait des choses inacceptables au final. Mais sa fin à Flossie est très 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 peinante. Enfin, elle fait beaucoup de peine. Parce que Flossie, en fait, meurt dans son coin. Elle meurt seule, dans l'obscurité, en Californie, toute maigrichonne, toute affaiblie, d'une overdose. Elle ne deviendra jamais cette grande actrice et elle va juste mourir seule dans son coin. Et c'est ça qui m'a fait... Enfin, vraiment, c'est l'une des nombreuses scènes qui m'a fait pleurer, mais c'est affreux, c'est épouvantable la façon dont elle meurt. Et en fait, ce qui fait beaucoup de peine, comme je vous dis, c'est que le fait, en fait, qu'on suive ces personnages-là en plus de leur enfance, à leur vie d'adulte, etc. Et que donc on voit leurs rêves, puis la désillusion, et puis surtout tous les différents traumatismes ou autres qu'ils vont subir, ça nous touche profondément. Et là, je commence à avoir les larmes aux yeux déjà, rien que de repenser à la scène, mais voilà, vraiment, lisez, lisez juste et vous verrez par vos propres yeux, en fait. C'est une histoire bouleversante, voilà. Je vais m'arrêter là pour Flossie, on va passer à Betty. Betty est le personnage qui s'en sort le mieux, pour le coup. Et Betty, en fait, comment dire, enfin, c'est pas pour catégoriser, mais c'est vraiment le personnage le plus fort de ce roman, parce que malgré tout ce qu'elle a subi, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit par exemple en devant supporter le fardeau des différents membres de sa famille, ou justement le racisme qu'elle va subir notamment à l'école, parce que comme du coup elle a la peau foncée, etc., tout le monde, y compris les professeurs, sont mais odieux avec elle. Et c'est horrible ce qu'elle vit à l'école, elle a aucun ami, tout le monde se moque d'elle, tout le monde est méchant, les professeurs ne la défendent pas, au contraire, ils l'enfoncent encore plus. Donc on a quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'aller à l'école, qui s'épanouit pas du tout. En plus, à la maison, maman n'arrête pas de me répéter que je suis pas jolie, que j'ai la peau trop foncée, etc. Bon, mais heureusement, il y a le père, Landon, qui est toujours là pour sa fille, qui est toujours là pour lui raconter des histoires, des légendes, lui changer les idées, et pour vraiment lui partager tout un savoir, toute la culture des Cherokees, qui fait que, en fait, c'est ça qui va vraiment lui donner toute cette force en elle de tenir bon. Et une personne magnifique, en fait, vraiment. Et qui, du coup, nous, lecteurs, nous inspire énormément parce que, malgré tout, elle arrive à s'en sortir déjà, à, à partir pour une nouvelle vie à la fin, qu'on espère et qu'on pense être plutôt positive. Mais aussi et surtout, elle part malgré tout avec des fardeaux qu'elle va quand même traîner toute sa vie, mais avec malgré tout une certaine légèreté où en fait elle arrive quand même à pas passer outre tout ça, mais en tout cas à vivre avec. Ce qui est vraiment le gros point qui la différencie des autres personnages, c'est que tous les autres en fait n'arrivent pas à gérer leur fardeau, leur traumatisme, et c'est du coup la seule, en tout cas le seul personnage féminin qui y arrive. Et c'est pour ça que alors je dis pas que les autres personnages sont pas du tout forts, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que vraiment pour le coup, Betty a une résilience phénoménale. C'est une femme forte, indépendante, qui a beaucoup de ressources et qui est très inspirante pour ça. Et il y a un passage notamment donc vers la fin qui m'a marquée, qui est le moment où elle croise Rutis, qui était une camarade de classe qui l'a harcelée, etc. Vraiment une enfant qui, en fait, parce qu'elle avait des parents extrêmement racistes qui n'arrêtaient pas de lui dire ne t'approche pas de cette fille, qui lui disait des choses affreuses à son propos, a vraiment enregistré tout ça, s'est dit que c'était la vérité, que c'était juste les faits, et donc s'est mis à la traiter comme ses parents traitent les Cherokees et les autres minorités. Mais donc Betty est sur le point de quitter la ville. Elle croise Rutis
Et j'ai trouvé ce moment magnifique parce qu'elle a eu justement cette force et cette intelligence de quitter Rutis de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire qu'au lieu de lui en foutre plein la gueule ou de lui rendre des comptes, elle a été d'une gentillesse. Elle croise Rutis et elle dit à Rutis qu'elle est très jolie. Et Rutis lui dit en retour qu'elle est très moche. Et en fait, ça devient un échange de critiques de la part de Rutis et à contrario de compliments de la part de Betty, qui vraiment décontenance Rutis. Et puis Betty finit par lui dire mais écoute, je vais te le dire maintenant parce que tu me reverras plus jamais, mais en fait je ne t'en veux pas, je te pardonne tout ce que t'as fait. Et, euh, et en fait c'est très libérateur, et à ce moment-là on comprend que c'est aussi très libérateur pour Betty parce que c'est un peu comme si elle arrivait justement à laisser derrière elle certains fardeaux, certains traumatismes. Et, euh, et c'est magnifique en fait, la façon dont elle part. Je pourrais dire plein de choses sur Betty parce que c'est littéralement le personnage central, mais sinon la vidéo va durer littéralement 2 heures. Si je fais ça pour chaque personnage, et puis même déjà les autres personnages, j'ai dû faire assez court, même si vous avez peut-être pas trouvé ça court. On continue avec Trustin, qui est donc maintenant l'un des petits frères de Betty, qui est un artiste. Trustin, il passe sa vie à dessiner. Il dessine plein de choses, notamment de la nature. C'est un tout petit garçon qui a moins de 10 ans, puis après il a 10 ans, etc. Enfin bref, il dessine tout le temps, il dessine et dessine. Il est adorable, il est un peu farceur. Enfin vraiment, c'est l'innocence et la douceur incarnée. Et ce qui se passe pour Trustin, c'est profondément injuste. Et en fait, je pense que c'est l'un de ces moments où le roman nous explique que la vie peut se montrer très injuste ou très arbitraire. Euh, mais voilà, Trustin décède. Il a seulement 10 ans à ce moment-là. Et c'est affreux. C'est juste affreux. Et je vais pas rentrer dans les détails, sinon en fait je vais pleurer. Je sais que je vais pleurer. Je vais me rendre compte d'une autre scène qui m'avait marquée, traumatisée de la part de la mère, qui est un passage qui va vous faire la détester et qui moi-même a fait que malgré toute l'empathie que j'avais pour elle à ce moment-là, je l'ai détestée pendant un long moment avant que je finisse par m'en remettre et par essayer de juste en fait l'occulter pour ne plus y penser. Mais voilà, je n'en parlerai pas. Je veux pas trop vous... Voilà, vous verrez. Mais c'est horrible. Ceux qui ont lu le roman, on peut en parler avec grand plaisir dans les commentaires, tout ça. Mais voilà, je vais m'en abstenir là. Mais donc Trustin, en fait, c'est un personnage qu'on voit pas non plus énormément dans le roman parce que, comme c'est pas le personnage central, il est pas tout le temps là. Puis c'est un petit garçon. Mais les rares moments où il est là, vraiment, il apporte beaucoup de légèreté au roman. Et le jour où il meurt, il y a vraiment un rideau noir qui s'abat sur la maison et qui ne part jamais en fait. Et nous, en tant que lecteurs, on le ressent aussi. Par contre, avec sa mort, il y a un moment très émouvant qui arrive. C'est justement les obsèques où, avec le père et les frères et sœurs, ils vont déambuler dans la ville avec le cercueil qu'ils vont porter jusqu'au cimetière. Et pour le coup, et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que dans un moment aussi dur et aussi éprouvant, les personnes de la ville ont réussi à passer outre leurs préjugés, leur racisme, et ont témoigné en fait de la compassion envers la famille. Et pour terminer, on va parler du petit Lint, qui est un garçon, donc c'est le tout petit de la famille, un peu particulier, qui bégaye, et qui nous paraît si fragile, si vulnérable, qu'on a peur pour lui quasiment tout le long du roman parce qu'on se dit mais est-ce qu'il va survivre? Parce que il a l'air vraiment très fragile, même au niveau de la santé. Alors il s'invente tout le temps des problèmes, vraiment un peu comme s'il était presque hypochondriaque, on pourrait dire, mais il a tout le temps un problème, ou il est hanté ou autre. Mais on voit que c'est aussi un enfant qui, comme Betty, est énormément bercé par les légendes et les histoires de son père, et qui, comme Betty,
Du coup, sans créer. Alors Betty, elle sait énormément par l'écrit, elle écrit beaucoup d'histoires. Lint, c'est avec les cailloux, il a une obsession pour les cailloux qu'il collectionne. Et donc, c'est un personnage très atypique, mais très attachant. Et donc, on s'inquiète beaucoup, beaucoup pour lui. Mais heureusement, il survit. Et étonnamment même, on pourrait se dire, parce que c'était peut-être l'un des personnages sur lesquels on aurait moins misé sur la survie, si je puis dire. Mais non, non, Lynn survit et ce qui est beau, c'est que c'est le seul du coup de la fratrie qui reste, notamment pour s'occuper de la mère quand Landon finit par décéder. Et j'ai trouvé ça super beau le fait qu'ils reprennent en fait le petit business de son père, avec la création de breuvages médicinaux à base de plantes, etc. Enfin bref, je vais m'arrêter là, je pense, déjà parce que la vidéo va être très très longue, que mon appareil, enfin ma caméra littéralement est en train de surchauffer pour vous dire, parce que là on est en pleine canicule, moi-même je commence à transpirer dans la pièce parce que là le ressenti doit être à 32 degrés au moins et que la caméra elle-même surchauffe. J'espère que je vous aurai vraiment donné envie de lire ce roman. J'ai plein de choses à dire, je pourrais encore développer, parler de plein d'éléments de cette histoire. Pour ceux qui l'ont lu, avec grand plaisir, on en parle dans les commentaires. Vraiment, lisez ce roman. C'est pas un roman facile, c'est sûr, mais c'est un roman qui a tellement de choses à nous apporter. Et malgré, comme je vous ai dit, en fait, vraiment il y a cette dualité-là, malgré toute l'horreur, toute la douleur, toute la peine des personnages qu'on subit malgré nous, on a aussi une beauté réconfortante au niveau des valeurs de certains personnages, de cette culture des Cherokees, mais aussi de cette vision de la nature, de cet amour de la nature et des espèces qui vivent au sein de cette nature. Vraiment, lisez-le, juste lisez ce roman. N'hésitez pas pour soutenir cette chaîne à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo sur différentes plateformes, à la liker et évidemment à commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ce roman et dans ce cas-là, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aller dans les détails, on en parlera avec grand plaisir. A contrario, si vous ne l'avez pas lu, est-ce que je vous ai donné envie ou non de le lire? Et sinon, dites-moi pourquoi. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.